Bienvenue dans Face au texte, le regard de Reda Melini, une émission produite et réalisée par l'ODJ.ma. Nous sommes à notre 3e émission déjà. Ici, nous prenons le temps de lire les œuvres, de revenir aux mots de leurs auteurs et comprendre ce que le texte dise, mais aussi ce qu'il suggère. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage au cœur de l'Andalous, mais il ne s'agit pas d'un simple retour sur une page de l'histoire. À travers 2 ouvrages qui dialoguent l'un avec l'autre, Le dernier roi de Séville et Bouabdil, destin d'un roi déchu, Omar Brada redonne une voix à 2 souverains séparés par 4 siècles. Al-Mu'tamid ibn Abbad, le roi poète de Séville, et Bouabdil, le dernier roi de Grenade. 2 hommes, 2 royaumes perdus, 2 exils et une même interrogation. Car ces livres ne racontent pas seulement la chute dans l'Andalous, ils explorent ce qui reste d'un homme lorsque le pouvoir s'effondre, lorsque le royaume disparaît, lorsque l'exil devient le seul horizon. J'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à lire ces 2 ouvrages. J'y ai découvert une œuvre érudite, profondément habitée par la poésie, mais aussi une réflexion sur la mémoire, sur la dignité, sur la fragilité du pouvoir et sur la force des mots. Au fond, Omar Brada pose une question qui dépasse largement l'histoire de l'Andalousie. Que reste-t-il d'un homme lorsque l'histoire lui a tout pris? C'est cette question que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Monsieur Brada, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Reda, merci de m'avoir invité. Nous sommes des amis de très longue date. On est 2 auteurs, donc on va peut-être pouvoir nous entendre. Et je constate que c'est la 3e émission, donc c'est un concept qui va certainement prendre son envol. C'est ce que j'espère pour tout le monde. Alors, pour revenir à ta question, plutôt ton développement, je pense que c'est un développement qui est vrai et qui est très profond dans la mesure où tu parles de l'histoire des vainqueurs. En fait, l'histoire elle-même est écrite par les vainqueurs. Moi, ce ne sont pas les vainqueurs qui m'intéressent. Parce que quand on dit vainqueur, il y a la guerre, il y a le sang, il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le destin de certaines personnes. C'est une histoire humaine. Il s'adresse à des êtres humains. Il se trouve que ces 2 rois, dont la trajectoire a été, tous les 2, sont nés du destin moribond, par exemple, des Nasrides, qui se sont élevés sur les traces des Almohades, et les Abbadides, dont fait partie Al-Mu'tamid ibn Abbad, qui, lui, est né sur l'effondrement d'une autre dynastie. C'est ça l'histoire. Parce que ces 2 personnes, ces 2 dynasties, aussi bien les Nasrides que les Abbadides, le 11e et le 15e siècle, c'était quand même des dynasties de très fortes, des puissances de l'époque. Alors pourquoi cet effondrement, en fait, aussi? Parce que l'histoire, en général, universelle, il y a le sommet et il y a la descente. Il se trouve que ces 2 ont un lien commun, ont plusieurs liens communs. Celui qui m'intéresse le plus, c'est celui de la poésie. Al-Mu'tamid ibn Abbad était fils d'un grand poète. C'est le summum de la civilisation arabe au XIe siècle. Mais c'était le début, vraiment le début, le 11e, portait en lui les prémices de la fin qui va se dérouler plusieurs siècles plus tard. Voilà. Dans le prologue de Bouabdil, vous écrivez
ce livre ne cherche pas à le réhabiliter. Il cherche à l'écouter. Et cette phrase, elle m'a beaucoup interpellé. Pourquoi était-il important pour vous de ne pas défendre Abou Abdil, mais simplement de lui rendre la parole? Un auteur n'est pas un avocat d'une partie ou d'une autre. Nous ne sommes pas dans un tribunal. Abou Abdil a été traité de tous les noms. Zorbé, l'infortuné, Chico, le petit, le dernier de classe, etc. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de connaître pourquoi on a donné un nom à cette personne. Le cœur du problème, c'est la personnalité de Abou Abdil, parce qu'il était entouré de femmes et d'hommes très puissants. Sa personnalité était faible par rapport à sa femme, qui faisait partie d'un clan très puissant, enfin, on peut dire aussi tribu, très puissant, c'est les Abencerrages. Son père avait une personnalité d'airain. Il était traité de toutes parts par les Castillans à qui il payait une dîme. Tout ça fait que ce monsieur n'est ni un petit, ni un chico, ni un zorbé. Ce sont les faits historiques, politico-sociaux qui ont fait de lui ce qu'il a été. Il ne faut pas oublier, que Grenade était un îlot, le seul îlot arabo-musulman de l'Andalousie qui était toute reprise par les chrétiens. On oublie ça historiquement, on l'oublie souvent. Si il n'y avait pas eu les Nasrides, il y a longtemps que l'Andalousie serait déjà terminée au XIIe, XIIIe siècle. Terminée. Donc vous avez estimé qu'il fallait lui redonner la parole? Absolument, la parole, parce que je parle comme si j'ai créé en fait un texte de discours de lui-même envers l'histoire. Je lui donnais une parole qu'il n'avait pas. Quelques lignes plus loin, vous allez encore écrire, et je vous cite, « Son ombre croise celle d'un autre roi poète. Deux trônes déchus, deux cœurs qui ont fait de l'art leur ultime consolation. » Pourquoi avoir éprouvé le besoin de faire dialoguer Abou Abdil et El Mu'tamid alors que 4 siècles les séparent? Très bonne question. Très bonne question. Nous avons entre El Mu'tamid ibn Abbad et Abou Abdil plusieurs siècles, c'est vrai. Sauf que pourquoi les avoir choisis tous les deux? Tous les deux étaient des poètes. Tous les deux un a cherché son exil. Abou Abdil, on l'oublie souvent, il est parti de lui-même. Alors que le Mu'tamid, il est parti en exil, enchaîné. Ce sont deux choses différentes. Par contre, l'annonce, comme j'ai dit, l'annonce de la fin de l'Andalousie en 1492, de l'Andalousie musulmane, les prémices sont à rechercher chez la fin des Abadites. C'est ça le lien. Il manque un autre point important, c'est le début de l'Andalousie. L'Andalousie arabo-musulmane a commencé avec l'exode des Omeyyades et dont Abd-al-Rahman Ier. Donc, ce qui manque, le chaînon manquant, c'est Abd-al-Rahman, dans mon histoire. Lors de la préparation de ces deux romans, parce que quand j'ai écrit Le Dernier Roi de Séville, j'avais en tête déjà Abou Abdil, pour pouvoir par la suite boucler la boucle avec Abd-al-Rahman Ier, pour comprendre la fin de l'Andalousie et le début. En refermant vos deux livres, j'ai eu le sentiment que Abou Abdil et El Mu'tamid n'étaient finalement qu'un seul personnage. Deux vies, deux époques, mais une même blessure. Est-ce que c'est votre sentiment? Vous savez, vous êtes auteur et vous pouvez me comprendre. Un auteur, quand il écrit un roman, parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux livres sont des romans, basés sur des faits historiques. Mais il y a la romance,
qui enjolive ou graisse ou dégraisse l'histoire. Je n'ai pas de sentiment particulier ou de point ou d'un point de vue politique. Je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un politologue. Je n'ai pas posé la question à un historien. Oui. Justement, je vous ai posé la question en tant que romancier. Moi, vos deux livres m'ont laissé cette impression. J'avais l'impression que le Mu'tamid et Bouabdil, c'est le même personnage. Non pas que parce que ils ont vécu en même temps, il y a 4 siècles qui les épargnent, mais quelque chose qui en ont fait une seule personne, c'est parce que ils ont tous les deux connu la même blessure. C'est pour ça que j'ai eu ce sentiment. Oui, oui et non. Oui, on peut en tirer ce sentiment. Par exemple, vous pouvez le sentir comme ça. D'autres ont un autre sentiment parce que tous les deux ont eu en fait cet exil, cette perte pratiquement de mémoire, surtout pour Boabdil où c'est la fin. C'est pas la fin d'une dynastie, c'est la fin carrément de la présence arabo-musulmane de 7 siècles et demi de présence. Le poids de la perte ou de la fin de toute une civilisation repose sur les épaules de Boabdil, mais pas uniquement. Ça, normalement, c'est comme ça qu'on devrait le lire. Mais derrière, il y a 3 siècles avant, il y avait une déliquescence de la présence musulmane. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne le prenez pas pour responsable de ces disparitions. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je note pardon, je rebondis sur ça. On dit souvent que sa mère avait pactisé avec les Castillans et pour mettre son fils, ils ont fait une révolution blanche pour enlever le père et mettre le fils, etc. Mais ça d'abord, ça existait un peu partout dans le monde entier et ça continue. Donc c'est pas un fait exceptionnel. Mais surtout, elle l'avait pas fait il y a longtemps que ce serait pas 1480 et quelques, ce serait 40 ou 50 ans avant. Il serait déjà perdu. Il était déjà fini. C'était déjà fini. C'était déjà terminé. C'est extraordinaire dans cette émission. Cette émission a commencé avec Bouabdil et je vois que, après vous avoir écouté, que finalement, cette thèse, elle est soutenue par 2 romanciers, 2 historiens. C'est le destin de cette émission. Un romancier et un historien. Alors, justement, je continue. Dans Le Dernier Roi de Séville, évidemment, vous racontez comment le Mu'tamid est parti en exil. Et vous écrivez « Le Mu'tamid, symbole d'une époque d'or, quittait Séville pour ne jamais y revenir. » Dans Boabdil, c'est l'abandon de Grenade. Et comme on vient de dire, c'est carrément la disparition de l'empreinte, pas de l'empreinte, mais disons de la présence arabo-musulmane. Dans les 2 cas, ce n'est pas seulement un royaume qui disparaît, c'est tout un monde. Et j'avais senti, et je vous pose la question, que c'est peut-être ça qui vous a bouleversé. En fait, ce qui m'a bouleversé, c'est en entendant l'histoire de Mu'tamid ibn Abbad par la bouche d'un ami qui m'a raconté son histoire. J'ai jamais entendu parler de ce monsieur, je ne le connaissais pas. Pardon, Je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur de Mu'tamid ibn Abbad. C'est un ami qui m'en a parlé et qui m'a raconté cette histoire et ça m'a touché, vraiment. Et j'ai été chercher, etc. Bon, vraiment, j'ai fait beaucoup de recherches. Et je suis arrivé à la conclusion que de toutes les façons, les pertes des royaumes, la fin des dynasties, la mort en général est une condition inéluctable. Il faudrait l'accepter. Par contre, la personnalité de Mu'tamid ibn Abbad ne meurra jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est basée d'abord sur une histoire d'amour qui est exceptionnelle. Celle de la Rumayqiya, à qui il a changé de nom, lui a changé de nom, elle s'est appelée Atimad, le féminin
du Mu'tamid. Il en a deux. Lui, il était prince, elle était une esclave, il en a fait une reine, et leur amour a commencé quand il était prince, il était gouverneur de Chilvèche, à l'Algarve, dans l'actuel Portugal, et ça s'est terminé jusqu'à sa mort. Est-ce que maintenant, au XXIe siècle, on peut avoir une histoire d'amour aussi puissante? C'est exceptionnel. Ouais. D'accord? De deux, on oublie souvent que Rumayqiya était une grande poétesse à l'époque. Elle égalait Ibn Ammar, le poète attitré des Abadides. On l'oublie souvent. Le Mu'tamid ibn Abbad était un poète. Son père Al-Mu'tadid, était un grand poète. Voici une histoire que nous, Marocains, parce que ça fait partie de notre patrimoine, on devrait connaître. Et de fil en aiguille, quand j'ai terminé l'histoire, mes recherches se sont rencontrées, se sont télescopées avec un autre personnage qui s'appelle Bouabdine. Ouais, et c'est là que tout a commencé. Finalement, les deux ouvrages ne se télescopent pas. Au contraire, ils se complètent. Et c'est presque, quand on les lit, c'est une œuvre où il y a une fusion finalement de ces deux personnages. Et justement, dans vos deux ouvrages, l'exil n'est jamais présenté comme un simple déplacement géographique d'un endroit à un autre. On a le sentiment que l'exil, il est d'abord intérieur. Et c'est ce qui m'amène à vous poser la question, à vous demander, est-ce que finalement, cet exil intérieur, ce n'est pas le véritable sujet de votre œuvre? L'exil, en général, indépendamment de ces deux romans, et l'histoire nous le rappelle souvent, c'est une deuxième naissance. Ce n'est pas forcément une descente aux enfers. Pour Al-Mu'tamid ibn Abbad, sur le plan poétique et littéraire, c'était une renaissance. Parce que ses meilleurs romans, c'est un lapsus, ses meilleurs poèmes sont ceux de l'exil. C'est le meilleur, c'est exceptionnel. Je m'excuse. Oui. Je m'excuse. Je ne vous interromps pas, mais je veux dire que je ne sais pas si c'est probablement vous partagez ce point de vue. C'est souvent dans les peines et dans l'épreuve que naissent les plus beaux écrits, que ce soit des poèmes ou que ce soit des récits ou des romans. Bien évidemment. Mais si on lit ces poèmes quand il était roi, c'était très très beau. Ses poèmes à lui et ceux de sa femme, Timed, parce qu'il s'écrivait tout le temps. Par contre, ceux de l'exil, ils dépassent l'imagination. Maintenant, on passe à l'analyse de Bouabdine. Bouabdillah, c'est différent. Lui, il a choisi son exil. Parce que quand il a été déchu, les Castillans lui ont donné le choix de rester en Andalousie. Il est resté en Andalousie, il a passé quelque temps et sa femme est morte et n'a pas pu supporter. Et lui, il aimait tellement sa femme qu'il a laissé les terres agricoles que les Castillans lui ont données, plus la prime, etc. Et il a préféré revenir, pas s'exiler, revenir chez ses cousins qui sont au Maroc, qui sont les Mérinides. D'accord. Dans le dernier roi de Séville, vous écrivez qu'Ahmat, ce n'est plus le souverain majestueux, mais un homme brisé qui, dans la solitude de l'exil, trouvait un dernier refuge dans l'élégie. Et dans Bouabdil, vous faites dire ce que le tranchant des sabres a fauché, les poèmes le reconstruiront éternellement dans l'âme des hommes. C'est beau. Merci. C'est beau. Merci. En vous lisant, on a l'impression qu'en fait, ce que vous voulez dire, c'est que on peut perdre un royaume. On peut perdre un royaume. Ce qui n'est pas une petite affaire. Non. Mais on ne perd jamais les mots. Et
je me demande si finalement, si c'est pas ça qui unit vos deux ouvrages, pardon, qui unit ces deux ouvrages que moi je recommande vivement et on a beaucoup de plaisir à les lire. Est-ce que finalement, en vous lisant, on a l'impression que c'est le même ouvrage? Écoutez, c'est peut-être le même ouvrage. Peut-être oui, peut-être non. De toutes les façons, ce sont des parcours qui sont parallèles, mais comme les parallèles ne se rencontrent jamais, ceux-là se rencontrent une fois. Et pardon. Mais à propos de poésie, la poésie a uni ces deux personnages et par la force de la narration et de la romance, on arrive à faire aimer un personnage, même s'il est autoritaire, comme Al-Mu'tamid ibn Abbad, qu'on oublie souvent ce trait de caractère. On oublie souvent que Al-Mu'tamid ibn Abbad a été poète, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand il a pris le pouvoir, il a écrasé toutes les taïfas du Sud. Il a pris Almeria, il a pris Malaga, il a pris Torremolinos, il a pris toutes ces villes du sud de l'Andalousie. Il est devenu pas un prince, ni un petit roitelet, il est devenu un roi, un souverain, où son pouvoir allait jusqu'à Béja, Silvestre, tout le sud du Portugal et le sud de l'Espagne actuelle. C'était un grand monsieur. Et on n'arrive pas avec uniquement des poèmes, on arrive aussi avec la force de l'épée. Mais l'ouvrage qui nous intéresse ici, le dernier roi de Séville et celui de Boabdil, il y a ce côté poétique qui m'intéresse. Et comme je suis écrivain et aussi à mes heures perdues, je commets quelques poèmes, c'est ce qui m'a touché le plus. Vos deux héros, ils deviennent finalement plus grands, beaucoup plus grands, après leur chute, que pendant qu'ils étaient au sommet de leur puissance. Ma question, est-ce un paradoxe de l'histoire ou est-ce votre conviction d'écrivain? Moi, je n'ai pas de conviction en écrivant. J'écris des fois. C'est vrai que les héros échappent à leur auteur. Mais ce que je pense, c'est que j'ai fait, je pense à mon humble avis, faire survivre deux personnages qui étaient, surtout Mu'tamid ibn Abbad au Maroc, qui sont passés dans la trappe de l'histoire, de l'oubli, complètement. Parce que si on visite le sanctuaire de Mu'tamid, si on avait visité ça il y a 30 ou 40 ans, qui était... Le sanctuaire où ça? De Mu'tamid ibn Abbad à Armas. Armat. Cette histoire serait catastrophique à raconter. Parce que c'était un dépotoir. Et c'est Feu Hassan II, quand il a lui aussi lu l'histoire de Mu'tamid ibn Abbad par un de ses éminents conseillers, lettrés, il est parti, il a vu ça, il a refait ça de façon magnifique avec un beau mausolée. On attend celui de Boabdil, qui est à Fès, paraît-il, dans un endroit où il n'y a pratiquement rien. Silence radio. Parlant d'Hormat, justement, Hormat revient sans cesse dans vos deux ouvrages. Pour le Mu'tamid, c'est un lieu d'exil. Pour Boabdil, c'est presque un lieu de pèlerinage intérieur. Pourquoi Hormat occupe-t-elle une place aussi importante dans votre imaginaire? Alors, c'est une très bonne question. Et on oublie souvent que le Mu'tamid ibn Abbad était un Andalou. Il n'était pas un Marocain. Il était un Andalou, un Dalousi, Ibn Anjad, de père en fils. Aussi bien que Boabdil, ok, certes. Sauf que le Mu'tamid ibn Abbad il s'est fait attraper et exilé de force à Armet, qui était la capitale des Almoravides. À l'époque, Marrakech n'existait encore pas. Et il est resté enchaîné pendant 4 ans jusqu'à sa mort. Pendant 4 ans
enchaîné jusqu'à sa mort. Bouabdil a préféré aller chez ses cousins à Fès. Il y est resté un homme considéré, un homme qui vivait, certes comme un prince, mais pas comme un roi. C'est ça la grande différence. C'est pour cela que je parle d'Ahmed. Encore une fois, on commence par le début, comme vous m'avez si bien dit. Au début, vous m'avez dit, vous parlez des gens, vous ne parlez pas des vainqueurs, vous parlez des vaincus. Mais les vainqueurs, ils parlent d'eux-mêmes. Qui doit parler normalement de vaincus, n'est-ce pas? Omar Brada, vous écrivez des romans historiques. Pourtant, à vous lire, on comprend vite que votre véritable sujet, ce n'est pas l'histoire. Non, pas du tout. Votre véritable sujet, est-ce la condition humaine? Absolument. Je vous réponds tout de suite oui. Un grand oui. Alors, une phrase qui m'a accompagné pendant toute ma lecture. Vous écrivez que Bouabdil trouve son salut dans l'écriture. Oui. J'ai une question personnelle à vous poser. Est-ce aussi votre cas? Écrivez-vous, vous aussi, pour résister à l'oubli? Je ne pense pas qu'il y ait un écrivain ou un poète qui n'écrit pas, qui ne répondrait pas oui à votre question. Mais bien sûr que oui. Bien sûr. Parce que, cher ami, vous le savez très bien, vous êtes aussi écrivain, qu'on le veuille ou non, les écrits restent. Surtout s'ils sont édités. Eh bien, on arrive à la conclusion de cet entretien. Et en refermant vos deux ouvrages, une idée, elle s'impose. Les royaumes disparaissent. Les palais s'effondrent. Les dynasties s'éteignent. Mais les poèmes demeurent. Alors j'aimerais terminer par cette question, notre entretien. Au fond, Omar Brada, qui sont les véritables vainqueurs de l'histoire? Ceux qui ont conquis les royaumes ou ceux qui ont laissé des mots capables de traverser les siècles? Question philosophique, très vaste. Comme ça, de prime abord, c'est vrai qu'il y a des titans, il y a des mohicans, il y a des dictateurs dont on continue à prononcer leur nom. C'est pas la peine de les citer, c'est pas à moi de le faire. Par contre, les auteurs, les écrivains, les poètes, les magiciens des mots sont éternels. Ils sont toujours là. Bien sûr. Omar Brada, merci. Merci d'avoir accepté de nous ouvrir les portes de votre univers et de nous avoir permis de regarder vos romans autrement. J'espère que cet échange vous aura donné aussi envie, non seulement de découvrir le dernier roi de Séville et Bouabdil, destin d'un roi déchu, mais surtout de les lire avec un regard nouveau. C'est tout l'esprit de Face au texte, le regard de Reda Al-Bellini. Lire avant d'interroger, puis aller au-delà de l'intrigue pour comprendre ce qui fait la singularité d'une œuvre, le choix de son auteur et la vision du monde qu'elle porte. Je rappelle que cette émission est ouverte à tous les auteurs et les autrices qui souhaitent partager leur démarche de création. Mais elle a aussi pour vocation, dans les prochains mois, à accueillir celles et ceux qui font vivre le livre au quotidien. Des éditeurs, des libraires, des critiques littéraires, des traducteurs, des bibliothécaires et plus largement tous les acteurs qui œuvrent au passage et à la promotion de la culture. Parce qu'un livre ne naît pas simplement de la plume de son auteur. Il poursuit sa vie grâce à toutes celles et tous ceux qui le font circuler, le défendent, le recommandent et le transmettent. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre dans Face au texte, le regard de Reda Al-Bellini. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, continuez à dire à très bientôt.